Et c'est parti pour l'épisode 15 de Culture Club Sandwich. Oui, épisode 15, même si on vient de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'épisode 13, et il n'y aura jamais d'épisode 13. Voilà, comme ça vous le savez. Il n'existe pas. Il y aura peut-être un 12 bis à un moment donné qu'on viendra rajouter, ou pas. C'est à voir au programme de ce soir, du Noël, et d'autres petites choses qui sont pas vraiment Noël, mais surtout du Noël un peu surgelé, quoi, hein, pour certains trucs, faut le dire. Et vous m'en verrez désolé, mais je n'ai pas eu le temps ces derniers jours de tenter une version de ça façon Noël avec l'IA. Non, et surtout David. Tu pouvais juste jouer du tambourin, hein. Ça fait... Ou agiter des cloches. Voilà. Agiter les boules de Noël. Nous allons agiter les boules de Noël, ce sera donc le titre de ce podcast, bien entendu. Hein, ça sera beaucoup mieux que Hot Frosty, mais ça c'est pas... Ou Hot Frosties, hein, c'est manger des Frosties dans du lait chaud. Pourquoi pas, après tout. Et ça crunch. Alors, Tim, le lait d'abord ou le lait après? Mais après. Florian n'ose pas répondre. Vas-y, hein, faut pas déconner. Pas de lait. Pas de lait, c'est ça. À la limite, ça d'accord. Ma mamie mettait de l'eau. Oh la pauvreté. Et à son âme. Et c'était des Frosties imaginaires en plus. Non, c'était plus avec des cornflakes que des Frosties, mais voilà. Ah oui. Ce qui faisait scrouche-crouche, c'était ses dents, en fait. C'est ça. C'est horrible. Donc pour m'accompagner ce soir pour cet épisode un peu spécial Noël, c'est les gens qui apparemment aiment Noël, en tout cas aiment les films de Noël, avec notamment Sophie qui est détentrice du record. Je sais pas, parce que je pense que on est quasiment au même niveau tous les deux. J'en suis à 50 cette année, c'est une petite année. Ah, c'est une petite année, effectivement. J'en ai un tout petit peu moins que ça, je crois. J'ai compté jusqu'à 43. Et dedans, il y avait des trucs, c'était... J'en parlerai même pas à un prêtre ça compte en double. confession. Ça compte double. Le Taylor Swift like, là, il compte double, voire triple. Mais qu'est-ce que je m'inflige aussi parfois. Il y a Cécile... si vous êtes sur le live Twitch, et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch et sur YouTube, vous pouvez la voir avec des oreilles qui sentent le chocolat. Mais ça, on n'a pas l'odorama encore. Alors, je précise, ce sont des ears Disney, parce que sinon les auditeurs vont se dire « Ses oreilles sentent le chocolat ?» C'est très bizarre. Après, pourquoi pas? C'est mieux qu'autre chose, hein, c'est sûr. Voilà. Hein. Exactement. Et Florian qui, lui... Alors, c'est bizarre, je m'attendais pas à ce qu'il soit très Noël, et finalement, si. Pourquoi? Si. Mais pourquoi? Je sais pas. T'en parles quasiment jamais quand on en parle, nous. Non, j'ai pas la vibe, en fait, mais je vais expliquer pourquoi j'ai réussi à avoir la vibe. Ah, voilà. Tu as vu la lumière. C'est ça. Et je suis rentré. L'esprit de Noël est entré en toi. C'est ça. Ho, ho, ho. Dégueulasse. Oui, c'est sur Sexy Avenue, c'est l'esprit de Noël. À 23 €. Voilà. Et si vous avez cherché, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. C'est un traiteur Sky, Instagram, etc. Sexy Avenue, c'est un traiteur, oui. D'accord. Ils font du C'est donc la mort de l'esprit de Noël. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, cette fois-ci, donc c'est un épisode spécial, donc on n'a pas d'actu. On aura des récaps et pas des recos, donc on va dire des moyennes recos. Et on va vous parler surtout d'un film qu'on s'est dit, tiens, si on prenait un film de Noël sur une plateforme où on puisse tous l'avoir en commun, qui soit récent, et qui aurait pu, désolé je spoil, mais aurait pu tellement mieux parce que son casting et les personnes qui sont à la production. Et je vais parler de Hot Frosty. Voilà, donc comme ça, la blague des Frosties show. Hot Frosty sur Netflix, qui est sorti le 13 novembre donc de cette année.
Et c'est un, comment dire, je vais essayer de vous faire juste le pitch, hein, il est aussi con que le reste. Hot Fuzzy, donc c'est une veuve qui s'appelle Cathy, qui, par magie, va donner vie à un bonhomme de neige, qui va l'aider à guérir son cœur. Ça, c'est le petit pitch qui est officiel. Surdenier va tenter de lui faire redécouvrir l'amour, le rire, la joie des fêtes avant de fondre. Voilà. Et dedans, pourquoi on dit ça aurait pu être pas mal, c'est que déjà on retrouve Lacey Chabert. Donc si vous aimez les téléfilms de Noël ou les films de Noël, c'est un visage que vous connaissez bien. Vous avez dû la voir dans, je vais pas dire la moitié des films de Noël Hallmark. C'est une queen. Exactement. On lui donne ce petit nom-là, mais on retrouve aussi des noms comme Craig Robinson. On a Joe l'autre Clio qu'on avait pu voir dans Brooklyn Nine-Nine, entre autres. On se retrouve aussi avec Katy Mixon, Lauren Holly, et un que je connaissais pas, Dustin Milligan, hein, donc le fameux bonhomme de neige. Et tout ça est réalisé par un certain Jerry Sicuriti. Voilà. Comme ça. Et quand vous regardez ce qu'il a fait, il a fait des trucs de Noël aussi, avec Chad Michael Murray, mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait de vraiment connu. Pour info, Lacey a fait 38 films de Noël avec Hallmark. Ce qui est pas mal du tout. Je sais pas si c'est elle qui détient le record, mais en tout cas, vous la voyez assez fréquemment dans tous ces films. Donc globalement, c'est un film qui se posait là en tant que petit film de Noël, et puis moi j'avais un espoir derrière de clin d'œil au cliché, clin d'œil un peu parodique, voire même très parodique, hein, surtout vu la bande-annonce et les petits extraits qu'on a vus. On va le dire tout de suite, hein. Il n'y a rien de tout ça. C'est mauvais, non. C'est mauvais. C'est la mort de Noël. Alors, en fait, le problème, c'est mauvais. Pourquoi ? Et après, je vous donnerai la parole. C'est assez simple. C'est que si il était allé directement dans la parodie à 100%, comme certains moments, surtout avec les flics qui sont en train de cabotiner comme c'est pas permis, qui sont écrits comme un Tex Avery, mais Tex Avery sous Prozac, on aurait eu un truc un peu sympa, parce que moi j'ai rien contre la parodie des films de Noël, j'ai rien contre la parodie des comédies romantiques. Encore une fois, je vais vous leur conseiller le We Came Together avec Paul Rudd. C'est une parodie de film romantique qui marche bien parce que ça va à fond dans ce sens-là. Là, on est tellement à la limite entre c'est une parodie, mais en fait non, pas vraiment une parodie, c'est que du cliché, qu'on sait pas vraiment où se trouver, et on finit par se faire chier un peu. Totalement. Et surtout avoir envie de baffer ce mec de Noël, ce bonhomme de neige. Alors pour les gens qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas vu la vignette sur Netflix, et moi je me suis fait la réflexion en regardant le film, j'ai l'impression en fait qu'ils ont casté un espèce de sosie de Justin Hawkins de The Darkness en fait. C'est à peu près le... Justin Hawkins quand il était jeune, parce que maintenant... Quand il était jeune, tout à fait. C'est vrai que il y a des moments, surtout quand on le voit la première fois, j'ai l'impression qu'il a chanté Film Called Love ou la version de chanson de Noël de The Darkness. Ça aurait pu marcher en fait. Ça aurait pu marcher si c'était s'il allait à fond dans... voilà. Mais non. Et dernier point que je voudrais ajouter sur ça, le moment le plus drôle du film, c'est le générique de fin avec le bêtisier. C'est pas faux. Et je me dis, c'est dommage. Je me suis arrêté jusque-là. Hein. Ouais, je me suis arrêté jusque-là. Je trouvais ça dommage parce qu'ils avaient l'air de s'amuser tellement. Mais je vais donner la parole à Cécile. Moi, il y a... Ça transpire pas. Le plus gros raté, mais vraiment, surtout quand on se dit ça, c'était à la limite de la parodie, il y a un truc déjà dès le début qu'ils auraient pu faire et ils se sont foirés là-dessus. On dit c'est un bonhomme de neige qui prend vie. On imagine un bonhomme de neige, le gros bonhomme de neige. Non, détrompez-vous. En fait, c'est pas un bonhomme de neige auquel elle met son écharpe pour lui donner vie. C'est une sculpture sur glace, en fait. Enfin, c'est une sculpture sur neige. Mais tout à fait. Il y aurait eu un concours de sculpture sur glace et elle aurait vu ça, ça aurait pu être logique. Mais là, non, il y a des gros bonhommes de neige et celui-là, qui a forme humaine,
en plein milieu. Et moi, j'aurais Et des abdos de taré quand même. Hein. Oui, non mais moi, la personne, elle allait jusqu'à lui faire des abdos de ouf, quoi. Je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas une carotte à la bonne place. Mais moi, ce que je voulais, c'était que, en fait, ce soit, tu vois, l'énorme bonhomme de neige, le traditionnel, qu'elle lui mette l'écharpe dessus, qu'elle prenne la photo, et qu'après, donc, ils prennent vie en mode, ils font un peu et ils se transforment en mec super bonnard, et qu'après, quand elle lui dit, quand il va la voir avec la photo et qu'il montre, regardez! C'est moi! Et qu'il soit avec la photo du gros bonhomme de neige, quoi. Là, moi, ça, j'aurais trouvé ça marrant, quoi. En mode, regardez, si vous me rajoutez une carotte, là, c'est tout moi, ça! C'est voilà, moi. en 30 secondes, Cécile vous prouve qu'il y a moyen de faire quelque chose de très drôle avec le terreau de base. Mais non, il se rate. Et non, c'est tout nul. Donc déjà, la statue, elle fait fake parce que c'est tellement... statue humanisée, donc le côté bonhomme de neige est pas... Enfin voilà, pour moi la promesse déjà on va donner vie à un bonhomme de neige, je fais ouais c'est une sculpture bof quoi, qui en fait même pas très jolie en vrai. Mais enfin voilà, j'aurais aimé vraiment le bonhomme de neige en mode on fait Olaf quoi. On fait Olaf et hop, Olaf ça devient un mec bonnard. Ça, et on prend Danny Boone à la VF. Avec des hobby-luttes. Ça aurait été spé. Et après... Oh, c'est pas très loin, parce que je l'ai regardé en VF. C'est pas très loin la voix qu'ils ont donnée au gars. Ils l'ont fait un peu teubé quand même. Et moi, je m'attendais aussi que le mec, voilà, on dit oui, il va lui réapprendre l'amour, etc. Moi, je m'attendais à un truc où il vient, il change sa vie, il l'apaise, et il se casse. Et c'était ça la magie de Noël, il venait amener Tu t'es pas trompé d'être entre le P et le B? Non, c'est les bonbons. Ah, non mais vraiment qu'il soit là pour un temps et puis après ils font et elle continue sa vie, elle a retrouvé l'envie de vivre, etc. Non, elle va tomber amoureuse de lui qui a le QI d'un enfant de 10 ans. Peut-être qu'elle aime les Esquimaux. Gross. C'est ça, enfin, le truc, c'est que la caractérisation, enfin, du bonhomme de neige, c'est quelque part entre donc Tom Hanks dans Big, un golem et ouais, enfin, c'est. Et Brendan Fraser dans California Man. Merci, voilà, ça aussi. Et voilà, c'est un gamin de 10 ans qui apprend des trucs en regardant la télé. Il a aucune connaissance, il a aucun fondement. Le seul truc qu'il a, c'est qu'il est gentil, et il est beau. Et donc elle tombe amoureuse. Et il sait réparer des toits. Enfin, non. Il lui a refait tout son grenier, ça c'est pas mal. Tout à fait. Oui, mais Titre. Hey, et voilà, enfin moi ça me choque en fait. Je me dis mais à quel moment tu tombes amoureuse de ça? Enfin que ça l'éveille à l'amour et à la gentillesse et Alors là, c'est justement le problème, c'est que si ça avait été complètement parodique, on aurait pu l'accepter. Oui, voilà, mais vu que là c'est sérieux. Voilà, les histoires d'amour ou pourquoi tu tombes amoureux de cette personne-là, etc. Dans les films de Noël que j'ai pu voir et je pense que Sophie a pu voir, il y a des moments, des trucs tu te dis c'est pas possible et pourtant si ils le font. Là le problème c'est que s'ils se prennent un peu trop au sérieux, il y a une dissonance en fait. Ouais, ça marche pas. Et puis vraiment, enfin moi c'est vraiment le côté. Déjà j'ai des problèmes. On parlera après un peu de livres, tout ça. Dans la littérature, j'ai ce problème-là des mecs de 500 ans qui tombent amoureux d'une nana qui en a 17. Ça m'a toujours posé des problèmes. Dit. Ah si, ça me pose en vrai, ça me pose un problème. Mais là, voilà quoi, c'est ça. C'est la nana qui en a 40 et qui tombe amoureux d'un gamin de 10 ans quoi. C'est vraiment ça que je vois moi. Et donc moi ça va pas du tout. Oui, effectivement, ça va pas du tout. Donc, du coup, Sophie, toi, je suppose que... En fait, toi, Fred, tu l'as vu en VF, Sophie, tu l'as vu en VF, et il y a que Cécile et moi qui l'avons vu en VO. Toi, tu l'as vu en VO, Sophie pardon, Cécile. Non, moi, VO. VO aussi, donc mon VO aussi. Alors, les films de Noël, j'aime bien les films de Noël en VF. Je trouve qu'il y a... Ça rajoute un peu au côté kitsch et charmant, en fait. Et je trouve que, pour le coup, les VF des films de Noël sont loin d'être dégueulasses comparés à certaines séries internationales ou, tu vois... Mais il y a ce côté, justement, et désolé, après je te rends la parole, mais et je pense que c'est la même base, c'est que comme on les a vus à la télé, genre sur un TF1, etc., qui forcément, ils sont en VF, on a déjà dans l'oreille, en fait, des voix que l'on connaît. Il y a souvent des comédiennes de doublage qui reviennent dedans. Donc, c'est vrai que parfois, moi, entendre Lacey Chabert en anglais, j'ai un petit...
Ouais, c'est pas sa voix. C'est pas sa voix. Et, mais c'est vrai ça rajoute un petit truc parce qu'il y a dans le jeu, il y a une espèce de rondeur, de chaleur, un truc qui est un peu doudou. Mais voilà. Là, c'était aussi par un peu fainéantise. Aussi. Donc vas-y Sophie. Bah, moi, comme je vous l'ai mis sur la conversation WhatsApp, j'ai détesté, alors que, voilà, comme je disais, j'en suis à 50 films de Noël cette année. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne. On est pourtant sur un bon pitch de départ, hein. Je veux dire, on a une veuve qui a du mal à retrouver l'amour, qui a du mal en plus avec son commerce. Ok, parfait, c'est ma cam. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mec qui va arriver, elle va en tomber amoureuse. Sauf que, déjà, je trouve qu'il y a certains clins d'œil, moi, qui m'ont fait péter un câble quand on a ce truc avec Lindsay Lohan où elle dit « On dirait une fille qui était au lycée avec moi ». En fait, non. Non, désolé. Tout le monde n'a pas vu Mean Girls, tout le monde n'a pas la référence. Et en plus, ils font du méta parce que c'est dans un film de Noël de Netflix. Donc déjà, ça, j'ai pas aimé. Ensuite, les flics, j'ai détesté. Et pourtant, j'adore Jolie Truglio. Je veux dire, moi, ce mec, c'est pour lui que je regardais Brooklyn Nine-Nine. Et là, je trouve que le duo ne fonctionne absolument pas, mais vraiment pas. Ils sont dans de la caricature, justement, de ce qu'ils faisaient dans Brooklyn Nine-Nine. Et au lieu d'en faire un truc plutôt fun, je veux dire, l'autre acteur, pour moi, c'est... Craig Robinson. Merci. Je trouve vraiment que lui aussi, il se fait chier et ça se sent. Et j'ai trouvé ça dommage. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans les films de Noël, c'est que des fois, tu as une petite part un peu fantastique, tu as l'elfe de Noël qui vient, mais il dit jamais de manière frontale « je suis un elfe de Noël », ou des fois, tu as l'héroïne, elle va croiser un monsieur barbu avec la barbe blanche, et l'héroïne, t'es le spectateur, tu le sais, c'est le Père Noël, ou en tout cas, c'est un truc comme ça, il va créer un miracle, mais c'est jamais dit. Là, tu es dans une ville du fin fond des États-Unis, certes, mais tout le monde en ville accepte que le mec est un putain de bonhomme de neige. Et il y a personne qui se dit les gars, on est peut-être victime d'une hallucination collective, on est peut-être sous drogue, on est peut-être très con. Et désolé pour le mini-spoil, mais dans un film de Noël, spoil-t-on vraiment, qui laisse un cadavre devant un putain de commissariat comme ça, les gars, dans la neige? J'étais, mais ils ont vraiment laissé un cadavre là? Et vraiment, à la fin du film, j'étais, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et j'avais l'impression que le film avait duré 5 heures, alors qu'un film de Noël, c'est 1h20, et c'est 1h20 de doudou, sauf que là, c'était 1h20 de stress, de je suis pas bien, et voilà, et même Lacey Chabert, que j'adore, même elle, tu sens qu'elle a perdu un peu de son mojo, quoi. Oui, clairement, il y a un truc ouais, c'est ça, de jeu d'acteur, de mise en scène qui est complètement à contre-emploi et souvent qui a un problème de balance total. Florian, toi de ton côté. Je veux dire que rajouter à ce que vient de dire Sophie, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà. Elle vient de Dab, hein, je tiens pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Personne ne peut le prouver. Moi c'est dans tous les films de Noël que j'ai pu voir, le côté il y a un être inanimé qui prend vie à Noël, etc. J'ai vu plus bizarre que ça. J'ai vu plus bizarre et pire, sauf que c'était pas un essai de parodie ou un essai de comédie. C'était, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Holly's Holiday. Je sais plus le titre en français. Et en fait, dedans, ça se passe à New York et la personne qui prend vie, c'est un mannequin. Cadeau de Noël presque parfait. Voilà. Et c'est un mannequin de boutique. Donc le mannequin vraiment tout en J'ai vu, ça c'est le premier épisode de Doctor Who, ça fait flipper. Ouais, imagine qu'ils en ont fait un film de Noël. Bah ça fait flipper. Très étrange. Ça fait flipper. Donc ouais, voilà. Par rapport à Hot Frosty, il y a tellement de films de Noël, et que ce soit sur n'importe quelle plateforme, hein, sur Netflix, moi j'ai une liste complète de trucs que j'ai vus, que j'aimerais voir, que j'ai pas encore vu, etc. Sur Disney+, il y en a énormément aussi. Ouais, Disney+, on est plus sur des trucs un peu... pas télé... Enfin, moi, j'ai pas vu de téléfilm, tu vois, comme on peut en retrouver sur Netflix, par exemple. Moi, j'ai plus vu des trucs genre Maman, j'ai raté l'avion, des trucs de Noël un peu... Ouais, t'as beaucoup de ça, parce qu'ils ont tout Fox, etc. Mais tu as aussi toute la partie ABC Family, par exemple. Ou ABC. Genre les 12 Noël de Kate, avec Marc-Paul Gosselaar. On est sur du téléfilm, clairement. Oui, c'est vrai. Voilà, qui est d'ailleurs très sympa. Je vous le conseille vivement. Très fun à voir.
Voilà, c'est très fun, ça fonctionne comme je l'avais déjà, je pense que j'ai déjà dit dans un autre podcast, comme Un jour sans fin, donc, mais c'est vraiment très très fun. Et ça marche bien. Mais là, par contre, effectivement, on a choisi celui-là, on aurait pu choisir celui avec Chad Michael Murray, on aurait pu choisir aurait n'importe kiffé. lequel. Fallait tellement choisir celui-là, il est trop bien. Regardez Ouais. Merry Gentlemen, vraiment. Regardez pas Hot Voilà. Frosty. Mais Hot Frosty, on l'a choisi parce qu'il y avait des comédiens dedans qui, Bien globalement, on se dit, ça pourrait bien marcher, On quoi. voulait pas tracher de base, on était gentils. Je Non, voulais aimer. et- Hein. Voilà. On là, demandait qu'à aimer. On demandait qu'à aimer, et Comme cette et pauvre c'est, veuve. c'est pas possible. C'était vraiment pas possible avec ce Hot Frosty. Voilà, malheureusement. Bref, je pense qu'on va rien rajouter d'autre là-dessus. Bah, y a plein de gags en plus qui fonctionnent pas et qui, je trouve, qui tombent à l'eau, tu vois, quand les flics quand les flics par exemple ils vont chez les marchands qui sont fait cambrioler entre guillemets. Enfin déjà le flic, excusez-moi, mais le mec c'est un nazi quoi. Je veux dire, il veut coffrer tout le monde. Genre il veut coffrer un mec juste parce qu'il a volé une paire de bottes. Calme-toi Donald Trump. Enfin, vraiment, je trouve que les gags sont pas drôles, la chanson qu'il fait est nulle. Et ce que je veux dire, moi, ce que j'aime bien dans les films de Noël aussi, c'est que l'antagoniste, on va dire entre guillemets, généralement c'est une grosse société qui veut racheter un petit lopin de terre pour mettre un hôtel, ou ce genre de truc. C'est souvent ça. En tout cas, là, tu sens qu'il y a des fois un enjeu quand même, tu vois, pour l'héroïne ou pour le héros. C'est vraiment d'un côté réussir à sauver quelque chose, réussir à recoller avec son passé. Sauf que là, en fait, l'héroïne, bah déjà, elle a rien demandé à personne. Elle est juste là, elle fait son café. Elle a pas d'aspiration. Elle dit pas comme tu vois, tu vas tomber sur des films où la nana, elle attend une promotion, mais elle est rentrée chez elle chez ses parents à Noël, elle attend sa promotion. Ou elle fait un reportage sur Noël qui va forcément lui apporter un truc et tout. Là, la meuf, elle est là, elle fait rien, elle met juste une putain d'écharpe sur un mec qui, du coup, va venir squatter chez elle, Et on n'a même pas d'explication en plus de cette histoire d'écharpe. Il n'y a pas de mythologie derrière. Non, c'est ça. Et là, il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est juste, elle a juste un mec, genre, ça aurait pu être un Mexicain qu'elle aurait trouvé à la frontière au Black, qu'elle aurait pris pour lui retaper toute sa baraque, et puis c'est tout, quoi. Et vraiment, il n'y a pas de suspense. Alors si, à la fin, il y a un petit suspense, même si, bon, tu sais que, c'est un film de Noël, forcément, il y a le happy end. Mais même là, j'étais pas là par exemple j'en ai regardé un il y a 2 jours où on se posait avec Chad Michael Murray d'ailleurs où il faut sauver un moulin à vent dans une petite ville et j'étais vraiment, est-ce qu'ils vont le sauver, est-ce qu'ils vont pas le sauver, est-ce que tu vois, tu te sens un peu impliqué là. J'étais ouais, bah en fait il n'y a pas d'enjeu dans ce film, c'est juste une meuf qui a récupéré un mec clandestin, quoi. Il a pas de papier non mais vraiment Merry Gentlemen, ils vont comment à Hawaï, putain. Ouais, dans Merry Gentlemen, t'auras ça, t'auras ce côté enjeu et tout. J'ai vu le truc Magic Mike. Et non, il y a le Magic Mike, mais il y a un enjeu derrière. La nana a une histoire, une backstory, des raisons d'être là. Enfin, tout ce que t'as décrit, tu l'auras, et c'est pour ça que ça passe beaucoup mieux. Alors que le film est ultra prévisible de bout en bout. En plus, c'est des codes qu'on connaît à mort, le côté voilà Magic Mike, Full Monty, etc. Mais ça fonctionne parce que il y a des enjeux, il y a des tenants et des aboutissants, l'histoire d'amour est pas trop mal, ils sont mignons, tout le monde est gentil, il y a des bons sentiments partout, mais c'est bien dosé, c'est bien foutu, et moi j'ai ri devant Merry Gentlemen, ce que je n'ai pas fait sur l'autre. J'ai rigolé nerveusement, quoi. C'est ça. C'est ça, parce qu'on ne demande pas, voilà, quand on aime ce genre de téléfilms de Noël, on ne demande pas forcément à avoir une révolution, on les connaît, les clichés, etc. Mais il y a des fois, c'est juste bien raconté, les images sont en général belles, on a un peu impliqué dedans. Mais là, en fait, je sais, il a son cul entre 2 chaises et on sait vraiment pas où il veut aller, et il va ni à fond dans la parodie, comme je l'ai déjà dit, et ni à fond dans un film de Noël qui aurait pu aussi fonctionner, pourquoi pas. Mais là, c'est tellement entre les deux, et puis les flics, en fait, ils te sortent à chaque fois, surtout Craig Robinson, ils te sortent du film en 5 secondes, quoi. Ce méchant auquel on ne croit pas. Non, il est juste méchant pour être méchant. Puis tout le truc avec son fils, hein, enfin, je veux dire, le mec, il va finir par changer d'avis parce que son fils est là. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait. Je veux dire, le trope veuve qui va retrouver l'amour, en fin de compte, c'est comme Cécile, elle disait, elle tombe amoureuse d'un mec de 10 ans, sans papier, qu'elle va emmener à Hawaï.
comment ils prennent l'avion. Vraiment, c'était la vraie question. C'est la seule question que je me suis posée à la fin du film. Pour moi, c'était un vrai problème, bon, avec tout le reste. Et vraiment, comme disait Florian, ou toi, je sais plus, le seul bon moment, c'est le générique de fin avec le bêtisier où tu te dis ah ouais, en fait, ils ont dû s'amuser à tourner ce truc, alors que nous, c'est une vraie plaie à regarder, quoi. Ouais, voilà. Désolé, je coupe à chaque fois le micro parce que moi j'ai des enfants qui ont décidé de se disputer juste au moment où on enregistre, effectivement, alors que je leur ai demandé de rester sage. C'est important, les C'est pas enfants qui grave. s'engueulent. Oui, c'est important. Florian, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose, ajouter un truc. Non, rien à... Pas du tout. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce Hot Frosty. On a même parlé un peu trop pour notre bien et pour son mal. Il n'en méritait pas tant. Il n'en méritait pas tant. Vraiment, vraiment pas. Le temps que je reprenne le conducteur. Et je pense que, Florian, tu avais un petit récap cette semaine aussi. Je te laisse choisir, passer dans tout ce que tu avais. Sauf si tu veux passer la parole à quelqu'un d'autre. Mais je vais peut-être refaire dire quelques mots sur Creature Commandos et après je ferai le reste avec les films de Noël. Donc oui, Creature Commandos, donc c'est la nouvelle série animée de James Gunn, donc qui est diffusée depuis 2 semaines environ sur Max aux États-Unis et en France. Jean Fusil en France d'ailleurs. Jean Fusil. Ouais, James Gunn. Oui, c'est ça, Jean Fusil. Jean Arme plutôt, non? Jean Arme à feu. Jean Arme à feu. Donc oui, c'est ça. Jean Arme à feu et son aussi son producteur Peter Epis, donc Peter Safran, qui sont donc les 2 boss de DC Studios, avant le Superman, dont un teaser devrait tomber cette semaine, ont décidé d'avoir un avant-goût avec un commando plus ou moins hétéroclite de personnages d'ici dont je ne soupçonnais pas l'existence. Donc tout ça c'est animé, il y en a un par semaine et la promesse c'est que c'est une mission plus ou moins à la Suicide Squad avec des personnages que l'on connaît pas ou plus ou moins des Amazones de Themyscira, donc pays de Wonder Woman, sont impliqués et où chaque épisode va nous faire un peu la backstory en fait de chacun. Comment dire, j'aime bien la série jusqu'à présent. Le problème c'est que je vois pas trop ce qu'elle veut raconter et surtout ce qui m'inquiète un tout petit peu c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est Jean Arme à feu qui impose sa marque. Vraiment sa marque enfin pas de marginaux mais de personnages un tout petit peu marginaux à qui on va donner une chance en fait de se prouver ou de prouver qu'ils sont des héros. Et donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir à la fois une ressucée de son Suicide Squad, d'avoir une ressucée de son Peacemaker. Donc il y a exactement les mêmes dynamiques de groupe, sauf que là forcément au niveau de l'animation c'est beaucoup plus spectaculaire parce que voilà ils peuvent carrément se lâcher sans avoir à dépenser des centaines de millions de dollars. Donc au niveau des combats c'est c'est gore, c'est pas trop mal, mais j'ai vraiment l'impression en fait que c'est quelqu'un qui se repose sur ses lauriers au niveau des dialogues, au niveau des personnages qu'il introduit. On a encore un animal donc il y avait Rocket Raccoon côté Gardien de la Galaxie, même si c'est Marvel. Là on a donc Weasel qui est on va dire un dangereux comment ça s'appelle ? Une belette. Merci, une belette dangereuse, donc totalement, qui est doublée par son frère qui s'appelle Sean Gunn, donc voilà que vous connaissez tous. Comment dire ? Pour l'instant, je suis ça sans déplaisir, mais j'ai beaucoup de mal à savoir pourquoi ils ont choisi ça pour introduire le fameux DCverse qu'ils souhaitent vraiment développer et faire grossir. Pour moi, c'est vraiment on va dire la seule originalité que je lui ai trouvée, c'est un tout petit peu la bande son où en fait ils ont été chercher un tout petit peu des groupes de rock façon rock balkan, rock manouche, etc. Donc ça donne un tout petit peu des gunfights et des batailles façon polka, façon très très enlevée. Du coup c'est assez destroy.
mais c'est un tout petit peu, ça cache un tout petit peu mal le fait que il n'y a pas beaucoup d'originalité derrière. Et dernière chose, au générique, en fait, à chaque générique, ils l'ont animé en train de décrire, en fait, comme Stephen J. Cannell, ses petits épisodes et tout ça, son avatar animé, et dire, voilà, écrit par James Gunn, créé par James Gunn. Et j'étais là, j'ai pas l'impression que cet ego trip soit nécessaire, parce que clairement, dès les 3 premières secondes, tu sais qui a écrit cette chose-là. Donc voilà, c'est à réserver vraiment aux fans du Suicide Squad de 2021, Peacemaker. Voilà, de Peacemaker. Voilà, même Peacemaker, c'est vraiment très cool. Oui, après Peacemaker, je pense aussi que ça tient plus au casting que à vraiment les intrigues. Hein, personnellement, le truc c'est que étant donné que Creature Commandos est animé, t'es obligé d'avoir vraiment une histoire qui tient la route. Et là, plus ça va, plus je me dis, mais en fait, ils sont censés faire quoi dans leur pays des Balkans totalement paumé. Et au niveau des enjeux, en fait, c'est assez ténu. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un cartoon du samedi matin avec un peu plus de gore, de gore et de sexe en fait, tout simplement. Ah, ouais, donc c'est samedi soir plutôt. C'est ça. Non, mais en fait, c'est Harley Quinn, mais en légèrement moins destroy, quoi. Voilà. En légèrement moins destroy, avec des dialogues qui sont un peu moins orduriers, en fait, parce que l'idée, en fait, avec ces séries-là, c'est de montrer à quel point ces personnages sont des freaks totalement, sans foi ni loi, etc. Mais, j'ai trouvé quand même ça long, sur les 3 premiers épisodes. Donc je sais pas si ça se fait pas renouveler, ça m'étonnerait, je pense pas que je vais en avoir. Et ça dure combien de temps un épisode ? C'est 20 minutes, c'est 3, pour l'instant ils en sont à 3 épisodes de 20 minutes, avec, moi je suppose il y en a 8, 6 ou 8. T'as trouvé ça long au bout de 1 heure, quoi. Ouais. Non, j'ai lu. Chaud, hein. Ouais. J'ai pas, il y a certaines choses qui m'ont fait marrer, mais j'avais l'impression que c'est beaucoup too much, et même si je suis très très client de l'animation adulte, donc je me suis dit pourquoi pas, on va lui donner sa chance, et peut-être on va voir un tout petit peu où est-ce qu'ils vont aller avec le fameux DCverse, et en fait c'est pas du tout ça, quoi, c'est juste James Gunn qui s'amuse en fait avec des personnages que lui seul connaît, on va dire. Ouais, donc c'est le problème de James Gunn et le passage entre Marvel et DC, et j'ai l'impression qu'il veut montrer, il veut prouver quelque chose, ou il veut envoyer des messages à l'opposé. Cécile, toi, de ton côté, j'ai vu que tu avais un livre niveau récap, si je me trompe pas. C'est une trilogie de livres, enfin même, il y a plus que ça, mais moi j'ai lu les 3 premiers de la trilogie, donc Le Prince Cruel, c'est le tome 1. Je sais pas, Sophie, il y a un nom pour la saga ? Je crois pas. Je vais regarder. Si c'est les êtres... Attends, je te dis. Parce que les sagas, en fait, c'est un livre de ce qu'on appelle maintenant la romantasy, donc de la romance dans un monde de fantasy. Contrairement à la romantada. Ah, oui. C'est Le Peuple de l'air. Le Peuple de l'air, oui, voilà, c'était ça. Parce que je vois pas trop pourquoi, mais ok. Les sagas ont des noms, et donc voilà, celle-là, c'est la saga du Peuple de l'air. Donc il y a 3 livres, Le Prince Cruel, le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume. Donc j'ai lu ça, c'est de la romantasy, mais pour moi c'est plus de la fantasy avec un petit peu de romance, parce que la romance c'est pas vraiment au cœur du livre. C'est un plot, c'est plus un livre sur de la politique, en fait, des guerres politiques plus que romance, je dirais. Et donc ça suit l'histoire d'une humaine qui s'appelle Jude Duarte, qui, avec sa sœur jumelle et leur grande sœur, se font enlever du monde des humains par un guerrier faé. Alors, les faés, c'est des fées, mais version immortelle méchante, hein, pour ceux qui ne sont pas adeptes de fantasy. Et elles sont emmenées dans le monde des faés, mais en tant que mortelles, il faut qu'elles trouvent leur place, il faut qu'elles trouvent un moyen de s'en sortir, de survivre. Et donc, là où sa grande sœur décide plutôt de repartir chez les humains, et où sa sœur jumelle, elle, se fond dans la masse et essaye d'être un peu comme les faés,
elle va plutôt être du côté d'essayer de combattre, de devenir une combattante, de prendre le maximum de cet homme qui les a enlevés et qui est devenu au final leur père adoptif. Elle va essayer d'en tirer le plus possible pour apprendre à se battre, à se défendre et à faire sa place par les armes dans ce monde-là. Et elle va, notamment dans son apprentissage, croiser la route d'un prince cruel, Cardan. Et on va suivre un peu leurs aventures. Ennemis, c'est le trope, c'est enemy to lovers. Donc c'est au début, ils peuvent pas se picherer. Et puis petit à petit, en fait, pourquoi pas. Et voilà, moi j'ai bien aimé. C'est sympa. C'est pour voilà, si vous aimez la fantasy et que vous aimez la romance, c'est cool. Franchement, ça se lit très bien. C'est pas le plus romantique des sagas de ce type-là. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit pied dans la romance, c'est je pense une bonne porte. Après voilà, ça se rapproche un peu du young adulte, je trouve, parce que Jude est assez jeune dans l'histoire. Donc voilà, ça se rapproche un peu de ce que je pouvais lire plus jeune en young adulte. Sophie, toi tu l'as lu, t'en as pensé quoi? Alors, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est une bonne porte d'introduction. Je trouve que quand même, il y a un truc qui est super important à signaler sur le premier tome, c'est tout ce qui est le harcèlement. Je trouve que dans le premier tome, en fait, Jude, elle est bully par tout le monde, en fait, parce qu'elle est humaine et que du coup, les Fae, c'est un peu un peuple très fier et en gros, c'est une bande de connards. Et en fait, ils ne l'aiment pas et en fait, ils vont tout lui faire subir. Ils vont la frapper, ils vont essayer de la noyer. Il y a un mec qui va lui faire croire qu'il est amoureux d'elle juste pour la sauter. Enfin bon, bref, elle subit énormément de harcèlement et moi je trouve que ça c'est pas signalé au début du livre. Des fois tu as un peu des trigger warnings sur ce que tu vas pouvoir lire et je trouve que le 1 il est d'une violence là-dessus. À la fin du livre j'étais heureusement que j'ai jamais été harcelée moi-même parce que tu vois ça aurait pu faire ressortir des trucs. Après oui on est sur un très slow burn, hein, c'est-à-dire que ils mettent du temps avant de se dire ah ouais là en fait on se kiffe. Il faut attendre fin de tome 2, début de tome 3, quoi. Ouais, et encore. tome 3, ouais. Et encore, hein. Mais ouais, je trouve que c'est une bonne. Il n'y a pas de spice, enfin, il n'y a pas de. Non, tant mieux. Voilà, il se passe rien. Parce que dans les romans de Thésie, on dose un peu voilà, l'épice, le spice. Par rapport aux scènes qu'on peut avoir, là, c'est zéro. Oui, c'est pas Hadès et Perséphone aussi. Donc ça reste chaste, en fait. C'est très chaste. C'est très chaste, c'est pas comme Hadès et Perséphone où tu tournes une page, elle est un peu collée, bon bah t'étais sur une scène de guerre et 3 minutes après t'es sur une levrette claquée quoi, sans comprendre pourquoi. Non, mais Hadès et Perséphone, voilà. Nous n'en parlerons pas, nous tairons ce sujet. Mais Been there, done that, mais je ne recommande pas. C'est clair. Mais non, c'est très sympa et il y a tout un côté très politique en fait dans le côté comment Jude elle veut évoluer dans cette société où elle se dit pas bah, je suis humaine, je vais me fondre dans la masse et je vais fermer ma bouche juste et tolérer tout ce qu'on me fait. Elle au contraire elle va utiliser les ressources qu'elle a pour pouvoir évoluer ses ressources, ses connaissances, tout ça pour vraiment réussir à évoluer dans cette société là et à réussir à se faire peut-être pas accepter mais en tout cas un minimum respecté. Voilà, et je trouve que c'est vraiment ça le côté le plus intéressant de cette trilogie, c'est vraiment comment d'une petite humaine qui a été enlevée par l'ex-mari de sa mère va réussir à monter un petit peu les échelons d'une société qui la rejette complètement. Ok, bon, donc voilà, le prince cruel. Par Holly Black. On n'a pas cité l'auteur. Elle a d'ailleurs écrit la suite sur le petit frère de Cardan, de Jude, pardon. Il y a 2 tomes sur son petit frère et un personnage qu'on croise vite fait dans les bouquins. Et ça, c'est juste une duologie, il y en a que 2. Mais c'est pour ça que je dis, c'est plus large que la trilogie, mais voilà, moi, pour l'instant... Il n'y a pas 20 livres. Hein. Oui, je ne vois pas de quoi tu parles. Ok, très bien, merci. Moi, c'était un peu moins romance ces derniers temps, parce que il y avait des offres notamment sur Xbox et Mortal Kombat 1, donc le reboot de la série était dans sa version ultime était à je crois quasiment 95%.
En tout cas, avec mes réductions, plus tout ça, je crois que je l'ai eu pour moins de 15 €, donc au lieu de plus de 100 balles. Donc ça valait vachement le coup, parce que ça fait un moment que je le regardais, j'avais envie d'y jouer. Et grand bien m'en fait, parce que m'en fit même d'ailleurs, parce que globalement, j'ai toujours aimé les Mortal Kombat, mais là, le fait qu'ils recommencent tout depuis le début, donc ils font table rase de tout ce qui s'est passé juste avant, avec une explication qu'on l'accepte ou pas, hein, le gars, il a contrôlé les sables du temps, il a tout renversé, machin, bref, pour tout recommencer à partir de zéro. Et le truc qui est assez cool, donc j'ai lancé le mode histoire, c'est que le mode histoire, tu vas suivre plusieurs chapitres avec des différents personnages. Tu commences avec, pour celles qui connaissent, Kung Lao et Raiden. Mais au moment où ils sont encore bien jeunes en plus, donc Raiden n'a pas ses cheveux blancs et son chapeau de sage, il sait même pas encore vraiment comment se battre, il a même pas encore ses pouvoirs, et on va les suivre comme ça dans leur histoire, où en gros on va passer d'une cinématique super bien jouée, super bien doublée, très drôle, vraiment comme on peut le voir dans certains films d'arts martiaux, et de ces scènes cinématiques, en fait, il va y avoir des combats qui vont en découler, mais automatiquement, sans coupure. Donc ils sont en train de parler, puis hop, la caméra change, elle se met de côté, et là, hop, il y a un combat qui se lance, le combat est fini, hop, la cinématique se lance, et tout ça sans temps de chargement, ce qui fait que, en fait, tu ne veux jamais t'arrêter, tu veux savoir ce qui se passe après. Donc, d'autant plus que les premiers combats sont relativement faciles. Je joue en mode normal. Il y a très facile, normal, difficile et très difficile. Moi, j'ai juste envie de suivre une histoire et de pas me faire souffrir de trop. Donc, je mets en mode normal. Et j'ai trouvé des moments super drôles. Je crois que je vous en ai passé un tout à l'heure par WhatsApp dans une scène de combat avec Sub-Zero, entre autres, qui était vraiment absolument génial. Et franchement, je suis très content de ça. Surtout que moi, ça me permet de faire des parties un peu différentes. Je viens de terminer Mafia 2, que j'avais jamais terminé. Voilà. Et voilà, je l'ai terminé. J'étais sur le cul avec la fin et l'histoire. Et il me fallait un jeu pour remplacer entre lui et le dernier Indiana Jones, qui est sorti ici le 9 décembre, et qui, c'est une œuvre d'art. Il faut pas, voilà. Après le 3, il y a eu 2 autres films qui n'existent pas. Celui-là, il est aussi canon que les 3 premiers films. Et en plus en français, la voix de Harrison Ford, c'est encore Richard Darbois. Moi, j'ai vu un let's play, j'ai vu 3 heures de jeu. Ouais. Et autant le début, la séquence de début, est hommage complet, c'est top. Et après, j'ai trouvé ça ennuyeux. Ah bon? Triste. Ah ouais, franchement, j'ai trouvé ça chiant. Alors que je ne demandais qu'à aimer, mais je trouve que le let's play, ça marche pas du tout. Donc peut-être à jouer, c'est peut-être fun, mais peut-être, oui. Non, en tout cas, moi, je suis à fond dedans parce que chiant. Je suis à fond dedans, surtout en mode infiltration. Les combats, on sait qu'il est pas très fort au combat, donc globalement, les combats sont quand même un peu difficiles par moment, les combats au corps à corps. Donc t'essaies de limiter le nombre de fois où tu vas tirer, etc. Donc moi, je suis vraiment rentré dedans à 100%, et c'est assez cool. Donc voilà, moi, c'est ce que... Ouais, c'est vrai que quand on rentre dedans, c'est assez cool. Mais voilà, moi, c'est vraiment... je suis très, 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 très jeu en ce moment. Voilà, il y a des périodes comme ça, et sinon, comme ça va faire une petite transition pour toi, Florian. C'est après, dans les films qui sont sur Netflix, qui parlent de Noël, il y avait un film qui date de 2017 que je n'avais jamais vu, et même, je pense même pas en avoir entendu parler, alors que j'adore les comédiens qui sont dedans. Voilà, on est sur Daddy's Home numéro 2. J'avais jamais vu le 1, et donc moi j'ai fait le 2 parce que je me dis, tiens, un film de Noël à regarder avec les enfants, c'est parfait. Je m'attendais à absolument à rien. Pourtant, je vois, il y a Will Ferrell, quand même, Mark Wahlberg, et dans le 2, il y a John Lithgow, il y a Mel Gibson, il y a Linda Cardellini. Enfin, il y a plein de grands noms. Et je dis, comment j'ai fait pour louper ça? Et après avoir vu le film, je me suis dit, ok, toi, tu rentres dans mon panthéon des films de Noël, les films de Noël que je regarde chaque année. Parce que je me suis éclaté, et comme je me suis éclaté avec le 2, j'ai regardé le 1 juste avant pour voir un peu l'histoire de où ils en sont, pourquoi ils en sont arrivés là. Je sais pas si vous connaissez ce film-là, qui en français a un titre de merde, qui s'appelle Very Bad Dads. No. Voilà.
C'est parce que non, enfin moi j'ai entendu parler du film Will Ferrell oblige. J'ai entendu parler du 2 puisque le 2 ajoutait Mel Gibson et pour moi c'est voilà avis personnel. Voilà. Oui, mais du coup oui, Very Bad Dads pour la petite histoire, c'est parce que le film précédent qui a été avec Will Ferrell et Mark Wahlberg qui s'appelle Very Bad Cops. C'est ça s'appelait Very Bad Cops. Je crois que c'était Sony qui a sorti les deux, donc voilà. C'est des titres français de merde qui se suivent. Ouais, voilà. Mais et Very Bad Cops, moi j'avais vraiment bien aimé. Je l'avais vu. Moi j'aime énormément le film. Moi je l'avais vu en DVD parce que je crois qu'il est jamais sorti au cinéma en France. Du coup parce que je l'ai vu au cinéma en France. Et je peux te dire, ah oui, j'étais avec une ex qui était française et j'étais du côté de plaisir d'amour. Non, mais je sais pas. 78. Voilà, exactement, merci. Et on avait été voir ça, je me rappelle bien d'avoir été voir le film. J'avais directement acheté le Blu-ray en fait, parce que voilà, je rattrapais Will Ferrell à l'époque, et je crois que j'avais rattrapé sur le tard des trucs comme Ricky Bobby, etc., qui étaient pour le coup directement sortis en DVD. Bon, en tout cas ici, Daddy's Home, c'est un gars qui s'est mis avec une femme qui avait 2 enfants, dont le père ne donnait plus de signes, jusqu'au jour où il va redonner signe de vie et va vouloir essayer de récupérer le tout, sauf que ça ne marche pas comme ça. Lui, le père joué par Will Ferrell est très gentil, très doux, très innocent et même naïf, tandis que celui joué par Mark Wahlberg, c'est un militaire un peu même bourru, élevé à la dure, qui a un peu de mal, donc les deux opposés, voilà. Et donc dans le 2, on voit après justement cette aventure-là où ils ont trouvé un terrain d'entente. Et là, il y a la petite fille qui se dit j'en ai marre de fêter mon Noël dans plusieurs familles parce que moi j'aimerais bien avoir un Noël comme tout le monde dans une seule maison. Et donc ils arrivent à trouver un moyen de le faire dans une seule maison. Et là qui arrive, un grand-père joué par Mel Gibson qui n'avait plus vu depuis des années, et l'autre qui joué par John Lithgow, donc aussi 2 grands-pères qui s'opposent, et ils finissent par aller fêter Noël dans un chalet dans la montagne. Et c'est par rapport au 1, c'est beaucoup de péripéties très burlesques, très gag visuel, beaucoup plus que dans le 1, qui est beaucoup plus dans la psychologie malgré tout. Il y a beaucoup de trucs visuels, mais pas là, c'est à 200%. C'est vraiment très drôle. Je me suis marré de bout en bout. Et pour faire un rapport avec Peacemaker, il y a John Cena aussi dedans. Voilà. Donc qui joue l'autre père. Il joue son propre rôle, hein, globalement. Faut pas chercher plus loin. Mais moi, ça, je vous le conseille. Et c'est pour pouvoir faire un petit pont vers toi, Florian, qui avait des films de Noël en conseil. Pas forcément que des trucs très connus. Non, justement. Donc la raison, en fait, c'est le fait qu'on fasse un épisode sur des films de Noël et des téléfilms de Noël. Donc, vous avez tout à fait raison. Je ne regarde pas les téléfilms de Noël. C'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout ma vibe. Néanmoins, sur les précédentes années, lorsqu'on a préparé ce numéro, je me suis dit, tiens, j'ai dans le recoin de ma tête, en fait, je pensais qu'il y avait 2 ou 3 tentatives où j'avais entendu parler très très vite fait de tentatives de faire des films de Noël un tout petit peu différents et qui vont un tout petit peu plus dans la parodie et dans la farce, etc. Donc, voilà, on a fait Hot Frosty, qui était nul, et ce que j'ai vu est malheureusement beaucoup moins nul que ça. Donc, je vais commencer par peut-être le plus parodique de tous, qui s'appelle Clusterfunk Christmas. Donc pour le coup, il est inédit en France. C'est écrit par 2 vieilles gloires du SNL, du Saturday Night Live, qui sont Rachel Dratch et Anna Gasteyer. Donc Rachel Dratch, je crois qu'elle apparaît dans quelques comédies US, dans des seconds rôles et tout. Donc voilà, c'est vraiment une comédienne qui est très très cantonnée sur des personnes tout petit peu déjantées et tout. Elle est un peu de la même génération du SNL que Will Ferrell, en fait. C'est fin des années 90, début des années 2000. Et donc elle a coécrit ça avec Anna Gasteyer. Elle joue dans le film vraiment 2 tenancières d'auberge, donc dans la petite ville fictive de Yuletide, en fait, qui tiennent une auberge de génération en génération et qui arrêtent pas de faire du strudel tout le temps. Et le pitch
Clusterfunk Christmas, c'est que c'est vraiment un amalgame de tropes. C'est vraiment une parodie vraiment une littérale parodie des téléfilms Hallmark, et l'actrice principale, c'est quelqu'un que j'aime d'amour, que Fred va peut-être connaître, que vous connaissez, enfin que les auditeurs vont peut-être un peu moins se connaître, qui s'appelle Vela Lovell. Vela Lovell, donc elle est actuellement dans Animal Control avec Joel McHale, mais ça c'est inédit en France, donc je peux pas trop en parler. Par contre, elle a joué Ever dans Crazy Ex-Girlfriend, et elle était géniale dedans. Donc moi j'étais super content. Elle était aussi dans Mr. Mayor avec Ted Danson. C'est ça aussi qui restait aussi inédit en France, et que personnellement j'ai pas vu. Donc mais vraiment Ever dans Crazy Ex-Girlfriend, même si elle avait plus un côté straight woman en fait par rapport au personnage de Rachel Bloom, c'était vraiment une personne du casting que j'aimais beaucoup, donc j'étais très content de l'avoir en héroïne de ce téléfilm, donc qui est produit par Comedy Central, et donc vraiment tout y passe. Donc il y a donc des compétitions totalement improbables en fait d'élagage de bois, il y a des jeux de massacre en fait avec des friandises de Noël, etc. Et donc le trope central, c'est donc le personnage incarné par Vela Lovell va débarquer à Yuletide pour racheter l'auberge, donc et le transformer en complexe hôtelier. Donc elle vient donc elle, je crois, oui, son ex est mort dans d'atroces souffrances, et elle va tomber amoureuse en fait du neveu en fait des deux aubergistes. Et donc il y a quelques gags visuels, donc du type des devises en fait de la famille Clusterfunk en fait, où à chaque réplique en fait après il y a des panneaux qui les affichent. Il y a une scène de makeover, et il y a aussi une parodie de All I Want for Christmas Is You, où ils ont pris Maya Rudolph pour le faire, et ça s'appelle All I Want for Christmas Is Fruit. Et ça pour le coup, et donc elle apparaît à un certain moment dans le film. Donc il y a un certain côté délire qui moi m'a beaucoup plu. Moi j'aime beaucoup le Vela Lovell. Moi ça a totalement fonctionné sur moi. Aussi parce que voilà, c'était vraiment un esprit parodique très très marqué. Le deuxième film dont je voulais parler, c'est quelque chose que je pensais parodique, mais qui est en fait beaucoup plus sincère que ça, et en fait c'est pas une si mauvaise chose. Ça pour le coup c'est sorti en DVD chez Koba Film, et c'est dispo donc en DVD et en VOD. C'est pas dispo en SVOD, sinon je vous l'aurais recommandé un peu partout. Ça s'appelle Christmas with the Campbells, c'est sorti en 2021, ça a été produit pour AMC+, qui est la plateforme à la demande de AMC, donc voilà, la plateforme de The Walking Dead, d'autres choses et tout. Ils ont une petite offre de téléfilms, dont ça, donc allez savoir. Et c'est produit et coécrit par Vince Vaughn. Et c'est réalisé par là aussi, comme Maud Frosty, quelqu'un qui a donc une réalisatrice de films de Noël qui a à peu près la quarantaine, et qui a une bonne vingtaine de vrais films de Noël. Alors ça s'appelle donc en VO c'est Christmas with the Campbells, et en VF pardon, c'est Noël avec mon ex. Là aussi j'y étais parce que j'aime encore plus les comédiens. Là pour le coup c'est des comédiens qui sont beaucoup plus connus. Donc il y a Brittany Snow, que pour ma part je connais énormément de American Dreams, mais qui était aussi en second rôle dans les films Pitch Perfect. Donc Brittany Snow est l'héroïne, Justin Long est le paramour, et aussi il y a Alex Moffat qui est actuellement dans le SNL. Le pitch pour le coup c'est légèrement moins parodique, même si au niveau du triangle amoureux il y a un tout petit peu plus de tropes. C'est donc le personnage incarné par Brittany Snow vient de se faire salement larguer par le personnage incarné par Alex Moffat, et donc comme elle a et ça c'est juste avant qu'il bouge chez les parents de monsieur pour passer la veille de Noël. Donc comme lui apparemment est en voyage, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, comme elle aime beaucoup les parents du monsieur,
elle va directement squatter chez lui. Donc c'est un tout petit peu awkward, mais les parents en question sont super accueillants et essaient de un tout petit peu manier la situation avec tact. Et elle va donc faire la rencontre de aussi un autre accidenté de la vie, qui est donc le personnage incarné par Justin Long, qui donc lui aussi s'est fait très salement larguer et a récupéré un chien type chien de berger qui s'appelle Polo, et donc ils vont on va dire dans une petite bourgade quelque part dans le Maine, on va dire passer une petite dizaine de jours à on va dire faire connaissance et faire être avec les parents de monsieur, etc. Et jusqu'à ce que l'ex incarné par Alex Moffat revienne, et donc ça fait un espèce de triangle amoureux. Le truc, c'est que je pensais que c'était un tout petit peu vendu comme une version un tout petit peu plus potache et un tout petit peu plus, on va dire, portée sur la chose et un tout petit peu plus rentre dedans des films de Noël. Justin Long, ça. C'est ça. Et pour le coup, Justin Long, en fait, il a vraiment, il la joue vraiment très sérieux. Donc il y a, c'est un tout petit peu le straight man en fait de l'entreprise. Et le fait qu'en gros ça soit beaucoup plus sincère, ça fait que ça ralentit un tout petit peu le rythme, donc ça épouse un tout petit peu le rythme confortable, on va dire, des films de Noël. Donc moi je me suis un tout petit peu plus ennuyé, mais là aussi le fait que ça soit plus sincère et moins porté sur voilà des espèces de clichés ou des espèces d'attendus, ça fonctionne surtout grâce au cast. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait aussi Johanna Garcia dans un second rôle, qui est une actrice que j'aime énormément également, qui a fait énormément de comédies et de séries. Donc c'est un cast qui est attachant, et c'est un ton qui est beaucoup plus proche de la comédie romantique et de thèmes de voilà comment passer à autre chose en fait après une rupture sale, même lorsque tu as ton ex qui est bien dans ta face. Donc du coup ça fonctionne plutôt pas mal, et c'est pour ça que je vous le recommande. Donc il y a quelques passages un tout petit peu plus potaches, mais c'est dans l'ensemble c'est plutôt sincère, et c'est plutôt pas trop mal écrit. Donc voilà, Noël avec mon ex, Christmas with the Campbells. Et le dernier pour la route, c'était un film avec Tim Allen et Jamie Lee Curtis qui s'appelle Christmas with the Cranks, un Noël de folie en VF. Il est sur Netflix, si je me trompe. Et alors, il a été retiré de Netflix le mois dernier, mais j'ai été le prendre en location parce que je suis un extrémiste. Et du coup, entre autres, et j'ai plusieurs cordes à mon arc en fait, comme James Gunn. Non, c'est en arme. C'est bref. Et ouais. Est-ce que tu avais vu un Noël de folie à l'époque? Oui, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai dû le voir aussi avec mes filles il n'y a pas très longtemps. Alors ça, en préparant le numéro, donc je l'ai vu vraiment avec sa réputation qui est, on va dire, assez fluctuante, parce qu'à la sortie, en fait, il s'est fait défoncer. C'est un film qui est réalisé par Joe Roth avec donc Tim Allen et Jamie Lee Curtis, et vraiment une palanquée de têtes connues. Il y a Felicity Huffman qui fait une apparition, il y a pas mal de, il y a Dan Aykroyd qui est excellent dans le film. Il y a donc Dewey dans Malcolm, donc Eric Sullivan. Merci, Eric Per Sullivan, qui joue un des sales gosses. Donc c'est un film qui a un gros capital sympathie, et paradoxalement un gros capital antipathie, dans le sens où donc c'est adapté d'un roman qui s'appelle Skipping Christmas, qui est écrit par John Grisham, qui est abonné, qui est monsieur roman judiciaire super sérieux. Donc il a écrit entre autres La Firme, donc qui a servi de base au film avec Tom Cruise, et à la série. Et oui, il y a une série à un certain moment, mais bon, moi je suis le seul à m'en souvenir. Enfin, Fred s'en souvient aussi, mais bon, on va dire que non. Donc John Grisham a écrit Skipping Christmas, et c'est adapté au scénario et à la production par Chris Columbus. Chris Columbus qui a écrit un autre film de Noël qui s'appelle Gremlins. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, après il y avait aussi Maman j'ai raté l'avion. Il y avait aussi Maman j'ai raté l'avion, mais je parle de Gremlins parce que du coup le film est vraiment recommandable, parce qu'il y a vraiment un côté farce, et tout le principe du film, c'est une famille
qui va, pour faire des économies et pour s'offrir le voyage de ses rêves, va avoir une décision contre l'avis d'une communauté, une espèce de bourgade qui est très 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 intrusive en fait, va décider de totalement sécher et abandonner l'idée de faire Noël et donc de ne pas participer donc aux gros bonhommes de neige en fait qui sont mis sur le porche, à décorer à décorer à décorer la maison, etc. Donc ils disent absolument niet. Et l'idée est que il y a tout un côté on va dire anti joie festive. Et il y a aussi une volonté de faire donc des Cranks et donc du couple de Tim Allen et Jamie Lee Curtis vraiment des personnes, enfin surtout le personnage de Tim Allen qui sont super égoïstes, super super veulent hein, et pas très sympathiques. Hein. Et là où ça bascule en fait, il y a un twist en fait au milieu du film qui va faire basculer ça vers un film de Noël un tout petit peu plus traditionnel et qui va quand même pousser les potards à fond vers la farce. Il y a aussi des flics incompétents dans ce film en fait que moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est à la fois des flics incompétents et aussi des musiciens qui vont être des guitaristes en fait dans la séquence musicale du film en fait où le boyfriend péruvien en fait chante un chant traditionnel. Donc c'est un bon gros délire hein. Et pour moi ça a beaucoup fonctionné parce que j'ai vraiment l'impression que voilà Tim Allen et Jamie Lee Curtis sont au moins pour la première moitié des bofs finis et il y a vraiment un côté farce et il y a un côté destruction on va dire de l'attachement collectif américain à la tradition de Noël que moi j'ai trouvé assez jouissif. Voilà. Bah, d'autant plus que Tim Allen, qui a quand même fait trois films plus une série Santa Claus, ça fait quand même bizarre de le voir là-dedans, parce que c'est un peu à contre-emploi, c'est comme si il niait son autre rôle. Dans le même genre, si on veut, moi il y a... Parce que là c'est plutôt dans l'excès inverse, c'est Deck the Halls, c'est Voisin contre Voisin, avec Danny DeVito et Matthew Broderick, qui est disponible sur Netflix, ça j'ai été revérifié, il est encore disponible, où là c'est une bagarre de celui qui fera la maison la plus décorée, et ça en devient mais alors absolument absurde, et c'est vraiment très très drôle. Je sais pas si ça vous l'avez vu, ce film-là avec Matthew Broderick, non ? Pas du tout. Non, tout le monde dit non. Franchement, allez voir Deck the Halls, c'est avec Danny DeVito, donc et là c'est vraiment super drôle. Ça part aussi très loin, mais vraiment très très loin, trop loin peut-être pour certains. Pour terminer justement, ben voilà, Cécile, toi, est-ce que tu aurais un téléfilm de Noël à conseiller absolument, un espèce de même presque un guilty pleasure si on veut? Oula, alors moi, au final, je vois très peu de films de Noël, j'en regarde très peu. Moi, mes basiques de Noël, c'est ce que je regardais petite à la télé, c'est La Caverne de la Rose d'Or et Le 10e Royaume. Donc voilà, c'est pas très Noël, mais c'est pour moi, ça représente Noël parce que c'était sur M6, tous les Noëls, enfin Noël c'était La Caverne de la Rose d'Or et le Nouvel An c'était Le 10e Royaume jusqu'à 3h du matin. C'est ça ma vision. Et là, vous n'avez pas eu Sophie qui a levé les bras parce que c'était la même enfance. Ah, c'est La Caverne de la Rose d'Or, Fantagaro. Voilà. Quel team es-tu ? C'est ça le plus important. Mais Tarabas. Ok, salut. Quand t'as dit la réponse, je savais que ça n'allait pas fonctionner. Oui, non, mais non, c'est mort. Et toi, de ton côté, Sophie Si je devais faire un top 3, parce que moi je peux pas dire un film, si oui. La Caverne de la Rose d'Or, c'est exactement ça. Moi, c'est vraiment tout le côté les dimanches pendant les vacances de Noël, où tu sais que tu vas passer ton dimanche après-midi devant la Caverne de la Rose d'Or à fantasmer sur Romualdo et pas sur Tarabas. D'ailleurs, je tiens à passer un petit message à tous nos auditeurs. Je donne une petite fille de 5 ans qui n'a pas trop servi, qui m'a sorti quand même dimanche, parce que je lui fais découvrir la Caverne de la Rose d'Or, que Romualdo était trop moche, avec ses cheveux moches, sa barbe moche et son nez crochu. Donc, exactement, elle a vu la lumière, c'est bien. Ma fille et moi, on n'est pas trop d'accord. Ensuite, un autre film de Noël que je trouve incontournable, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Je veux dire, c'est un de mes films de Noël préférés. Plus je le revois, plus je vois des trucs que j'avais pas vus, plus je me dis Kevin est un putain de psychopathe et c'est pour ça qu'on l'adore. Oh, si peu.
aussi peu. Et si vraiment on devait partir sur un film de Noël, vraiment téléfilm de Noël, ce serait Noël à Pemberley avec Jessica Landes, qui est un peu, pour moi, la deuxième queen des films de Noël avec Leslie Chabert et Gilles Wagner. Je trouve ce film super drôle. C'est vraiment ce qu'on attend en fait d'un film de Noël. Il est drôle. Il y a un truc un peu enemies to lovers, voilà. Il y a des bonnes punchlines. C'est bien écrit, c'est bien interprété. Et c'est hyper doudou. Et puis il y a des super décorations de Noël. Il y a de la neige. Donc voilà. Ok, très bien. Très bien. Bah, c'est vrai que moi, niveau, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais les 12 Noëls de Kate, en fait, est très vite rentré dans mes classiques niveau téléfilm. Parce que j'aime bien les deux comédiens, et puis l'histoire comme ça qui se répète. C'est un trope que j'aime bien, et ça marche vraiment bien dans ce film-là. Moi, il y a le Christmas Vacation, ça c'est un truc que, voilà, ça fait 32 ans que je le vois. Je le vois minimum une fois par an. Hein, c'est vraiment lui le film que j'ai le plus vu, peut-être même de tous les films possibles. Donc en français, malheureusement, ça s'appelle Le sapin à les boules. Voilà. Point. Voilà. Bref, mais bon, que voulez-vous ? Les titres français, ça marche pas toujours très très bien. Et sinon, en fait, ouais, oui, les moments où j'ai raté l'avion, ça marche très bien. J'avais une affection avant pour le Grinch avec Jim Carrey, mais depuis la version de Illumination, je préfère la version d'Illumination, pour être franc. Je la trouve beaucoup plus sympathique et beaucoup plus funky que ça, mais voilà, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je le fais, mais je pourrais passer une année complète à ne regarder que des films de Noël, tellement il y en a dans ma liste que je veux voir, que j'ai déjà vu, que je veux revoir. Et dernièrement, un des films récents que j'ai vraiment eu envie de revoir, parce que j'étais sur Netflix en train de vérifier les films de Noël qu'ils avaient, etc. Je l'avais vu, j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était Love Hard, qui était avec Jimmy O Yang et... comment elle s'appelle encore, elle ? Merde, j'ai plus son nom. Tant pis, c'est pas grave. Ça se passe pas dans la tour Nakatomi? Non. Mais justement, c'était un jeu de mots par rapport à Love Actually. C'était un mélange entre Love Actually et Die Hard. Ah, donc c'est ok. Die Actually. Oui, Actually. Nino Dobrev. Voilà, avec Nino Dobrev et Jimmy O Yang, et c'est sur Netflix. C'était vraiment... c'était super drôle. Vraiment super drôle. Sinon, après, les classiques The Holidays, ça marche toujours très bien aussi pour Noël. Ça marche toujours très bien. Et Florian, toi, je sais pas si, en plus des films que tu nous as conseillés, il y avait un film en plus de Noël, vu que tu regardes pas tant que ça. Je te pose quand même la question. Alors là, non, là, franchement, c'est là où c'est la colle, en fait. Même pas le Noël de chez les Muppets. Alors, le Noël de chez les Muppets, c'est vraiment très bien. À ceci près que je l'ai découvert qu'il y a quelques années dans d'excellentes conditions sur Disney+, mais je l'ai pas découvert. Voilà, ouais. C'est difficile, on va dire, d'aller vers ce genre de film. C'est vrai que je pense que c'est quand même un genre qui, globalement, il y a des choses qu'on n'a pas découvert étant plus jeune, étant petit, ça marche peut-être moins bien. Où c'est un peu plus compliqué parce que globalement l'esprit de Noël on le garde, mais le rattraper après quand on est adulte, c'est un peu chaud, sauf quand on a des enfants, on arrive à peut-être le récupérer un peu. Mais moi ma tradition, ça n'a jamais été les films de Noël. En fait, quand j'étais petit, c'était toujours les Tex Avery sur France 3. J'ai grandi. Non, mais moi c'était à un moment sur France 3, en fait, c'était toute la semaine en fait de Noël, vers 2h, 3h du matin, ils passaient les vieux Tex Avery, et je veillais pour ça. Donc pour moi, Noël, c'était synonyme de ça, plus que les films de Noël. Ça, ouais. Et alors le truc, c'est que tu veillais pour ça, et ça passait en général après le Crazy Horse. Après le Crazy Horse, tout à fait. C'est tout à fait vrai. J'avais réussi à faire une affaire il y a 10 ans à la Fnac, meilleur 2 achats compulsifs. L'intégrale de la caverne de l'arroseur et l'intégrale des Tex Avery en DVD. C'est des pièces de collection pour moi et j'en suis trop fière. Ah oui, bien sûr. Et n'oubliez pas les Noëls avec Droopy, parce que Droopy, c'est quand même l'un des meilleurs chiens du monde. Voilà. J'attends un peu avant de les montrer à Apolline, mais ouais.
Quoi, Droopy? Bah, Tex Avery en général, en fait, il y a que de la VO dans mes DVD, donc j'attends qu'elle. Ah, oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Bon. Après, visuellement, ça marche toujours un peu. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode spécial Noël, malgré les petites recommandations déguisées, on va dire ça comme ça, avec donc le Prince Cruel du côté roman. On avait aussi Créature Commandos, qui n'est pas vraiment une recommandation pour l'instant, c'est plutôt j'ai vu. J'ai vu, vous verrez. Voilà, vous verrez. Et moi, de mon côté, il y a du jeu, hein. Mortal Kombat 1, parce que c'est drôle, et c'est gore, et c'est bien. Et puis Daddy's Home 2, parce que c'est vraiment très drôle. C'est un peu gore aussi. Légèrement, faut bien l'avouer. Et le dernier, Indiana Jones. Donc, de quoi faire, en attendant, justement, les fêtes et notre retour qui seront donc le 6 janvier. Entre-temps, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Blue Sky, sur Facebook, sur Twitch et YouTube. On vous remercie pour votre écoute. On vous souhaite donc de bonnes fêtes, de bonnes recommandations culturelles, plein de choses et surtout... Bon Jovi. Bon Jovi De Noël. J'ai cherché, il n'existe pas. J'ai pas trouvé la version de Noël de ça.